Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandits. Je ne pouvais pas commencer cette semaine sans dire merci à tous les retours, tous les gens que j'ai eus, parce que j'ai eu pas mal de retours sur l'épisode avec Dylan Magnin. Je pense que vous avez passé un aussi bon moment à écouter que moi à l'enregistrer. Donc je ferai passer et je suis content d'avoir fait découvrir un athlète aussi performant qu'attachant. Donc je crois qu'il va revenir incessamment sous peu, parce qu'il avait bien aimé l'exercice aussi. En tant que performeur physique, l'invité du jour, il est pas mal non plus. Il y a quelques années, il faisait peur au départ, et là aujourd'hui, il fait peur avant et après, parce que du coup, il est un petit peu partout. Et j'ai la chance et l'honneur de recevoir quelqu'un que j'admire beaucoup dans le métier. Bonjour Benjamin, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Ça va très très bien, comme un bon mois de janvier. Frisquet. Donc tu es de Nancy et moi je suis de Bourg-en-Bresse, donc on a beaucoup de points communs, ne serait-ce qu'au niveau de la météo. Voilà, et puis ça va s'arrêter là, je pense. Aujourd'hui, Benjamin, je t'ai invité parce que tu es quelqu'un que je suis beaucoup, tu es très actif sur les réseaux, tu es quelqu'un qui est une référence, que ce soit dans tes résultats sportifs, j'y reviendrai un petit peu après, ou surtout sur ton coaching et sur ta relation avec l'IA. Je pense que pour moi, tu es le pape français de l'IA dans le sport, pas que dans le triathlon, parce que je pense que tu es quelqu'un qui maîtrise et qui utilise à son plein potentiel, et c'est pour la raison pour laquelle je voulais qu'on parle aujourd'hui. Donc je vais pas te faire l'insulte de te présenter, mais je vais essayer de te présenter un petit peu, et tu me diras si j'ai raconté beaucoup de bêtises après ou pas. Ça te va ? Très bien. Très bien. Bon, mon invité du jour, Benjamin Pernet, puisque du coup j'ai cité que son prénom et pas son nom. Ancien triathlète pro, on va discuter du statut pro à un autre moment, mais voilà, de très haut niveau. Tu as marqué le circuit sur toutes les distances, aussi bien sur le court distance pendant 5 ans sur le Grand Prix que sur le half et le full. J'ai été chercher un petit peu, j'ai fait du dig, j'ai vu 3 ou 4 fois rot avec une marque à 8,30. Je me trompe, C'est ça. Un top 12 ou top 13. Alors aujourd'hui, ça représente plus quelque chose de Oui. de bon ou de très bon, mais bon, à l'époque c'était C'était top 12 ou top 13, c'est quand même nettement performant. Avec il n'y avait pas les semelles carbone, il n'y avait pas les vélos ultra aéro qu'il y avait, parce que c'était 2012-13, je me rappelle plus, quelque chose comme ça. C'était le premier, c'était de 8,30, c'est 2011. Ouais, 2011, c'était hier, donc du coup, mais en plus, tiens, j'y étais. 2011, c'est l'année où il y a Raelert qui gagne avec le BMC. Donc c'était une année où il faisait pas froid. T'as frôlé le sub 4 sur Alf, 30 secondes. Ouais, c'est ça, en vert 2007, je crois, ouais. Quelque chose comme ça. 4h30, les 31 secondes de trop qui font rager. C'est ça. Et finisher, j'ai vu 3 fois Hawaï, je crois, avec 9h44 et un top. Ça, c'était dans les dernières années, là. Et donc, du coup, ça, c'était le côté athlète, mais tu es encore plus performant sur le côté coaching, puisque depuis 2012, à peu de choses près, tu es aussi à la tête de BPC Coaching, et tu es un fournisseur de podiums. Je pense qu'il va falloir que tu commences à ralentir ton activité. Il n'y a plus de place sur les podiums pour les autres. Donc, s'il te plaît, merci beaucoup. Tu coaches des athlètes qui sont ultra performants, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs. Je vais citer Mathieu Bolzer, que j'ai croisé l'année dernière, qui a fait un sub 8. Antoine Perche qui vient de prendre sa retraite, Aurélia Boulanger, je vais pas tous les citer parce que tu en as beaucoup, Victor Henry qui est un copain, qui était un copain du show et à qui je fais un petit coucou aussi. Ce qui rend moi mon attrait avec notre discussion, c'est ton utilisation sur l'IA et le fait que, en tout cas de tous les retours que j'ai des gens que tu entraînes, tu es aussi quelqu'un de très humain. Donc la relation IA entraînement humain, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. Eh bien, je suis à ta disposition. Aujourd'hui, on va pas aller opposer l'IA et le coaching humain, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi tu penses que l'IA, dans l'avenir, va aider les athlètes, va aider les entraîneurs et va faciliter les choses, ou est-ce que c'est, petite question subsidiaire, quelque chose duquel les entraîneurs de triathlon doivent se méfier ? Alors, je pense que déjà, pour commencer, toutes mes opinions, moi, je suis avant tout un entraîneur de triathlon et à mes heures perdues, je suis explorateur avancé de l'IA. Donc mes opinions, il faut aussi, vous pouvez, en gros, c'est pas une vérité, quoi. Voilà, moi j'utilise les outils depuis, ça fait maintenant 8 mois que j'utilise les outils intensivement. Que je m'intéresse intensivement à ce domaine. Alors 8 mois, c'est pas énorme. On parlait
avant l'enregistrement, on parlait d'expérience, on parlait de l'expérience qui est vraiment importante et fondamentale pour être compétent dans un domaine. Donc c'est sûr que 8 mois dans un domaine, on va pas me qualifier d'expert dans l'IA. Maintenant, moi je suis un maximaliste. C'est-à-dire que quand je m'engage dans quelque chose, c'est jamais en demi-mesure. Et donc le sujet, je le ponce vraiment depuis 8 mois, quoi. Je le ponce vraiment. En 8 mois, j'ai vu les outils évoluer, mais je m'intéresse à la tech depuis que je suis gamin. C'est un secteur qui m'intéresse énormément. J'avais un petit peu laissé pendant une dizaine d'années un petit peu de côté parce que pas le temps, pas dans mes priorités. Et depuis 2020, 2021, c'est vrai que j'ai beaucoup replongé dans le domaine. Et là, on voit depuis 8 mois une accélération, moi, comme j'ai jamais vu. C'est juste incroyable. Chaque mois, en fait, ce qui était possible est repoussé, en fait. Et en fait, les avis sont sans arrêt en train de changer. Et même en s'intéressant, en écoutant des experts, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que il faut se garder en fait de dire ça sera comme ça. Ça sera pas possible de faire. Non, il faut se garder vraiment de ça. Donc il faut mettre beaucoup de prudence dans les propos. Maintenant, ce que je vais dire, voilà, c'est issu de mon expérience. Peut-être que tout sera remis en question dans 3 mois, dans un sens ou dans l'autre. Il y a les histoires aussi de financement de cette technologie-là, les histoires d'énergie. Le sujet est extrêmement complexe. Maintenant, je pense que cette innovation est du même ressort que la roue et que l'électricité. Donc en fait, je pense qu'il s'agira pas de prendre position pour ou contre. Après on peut, mais en fait, je pense que c'est du pur temps de perdu, quoi. C'est-à-dire que en fait le sujet, c'est comment moi je vais utiliser l'IA pour améliorer mon monde avec ma vision. Et c'est là où l'outil est juste incroyable, c'est qu'en fait, il est hyper personnalisable. Oui, alors je me permets de te couper. Pour les gens qui te suivent, les quelques extraterrestres qui vivraient sur Mars, qui ne te suivraient pas sur les réseaux, tu en es arrivé à même créer ton bot. Je dis pas de bêtises, tu as créé Watson. Et donc c'est quelque chose qui, moi, me passionne, qui me fait allumer les petites lumières dans les yeux, mais tu nous en parleras peut-être un petit peu plus tard. Est-ce que l'arrivée de ce Watson-là te permet, en gros, de te cloner et de t'accélérer, ou est-ce que c'est, y en a un qui va garder l'œil sur l'autre dans le coaching, par exemple? Alors, ce que j'ai mis en place pour le moment, c'est uniquement des choses périphériques à mon cœur d'activité. C'est-à-dire que c'est du plus. C'est pas à la place de. Ok. Pour l'instant. Pour recentrer un petit peu de requalifier un petit peu le métier. Pour les auditeurs qui ne visualisent pas exactement ce que c'est que coach à distance. Coach à distance, c'est donc en tant que solopreneur, c'est faire sa compta. Évidemment, j'ai un comptable, mais bon, tu sais ce que c'est. Il y a tout le boulot à côté à faire. Parce qu'en fait, le comptable, il fait pas grand-chose. Donc, non, le comptable, le personal branding, marketing, se tenir informé de l'actualité scientifique, se tenir informé de l'actualité du triathlon dans son ensemble. Les outils, bien sûr, là c'est un sujet, les outils techno que tu utilises. Être disponible
pour les athlètes, J'ai presque accessoirement. envie de dire 7 jours sur 7, puisque des messages, c'est tous les jours. Moi, les appels, je les ai bien cadenassés parce qu'à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an de pratique de l'activité, je me suis dit non, mais c'est pas possible de recevoir des appels à 23 heures le soir. J'ai déjà eu des appels à Nouvel An. Donc à un moment donné, bah voilà, mais non, mais c'était ma faute. C'était ma faute. Ouais. À un moment donné, quand si on met pas de règles, voilà, il y a pas de règles. Donc tout ça, c'est cadenassé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est en 14 ans, je pense pas avoir assez de mes 10 doigts pour compter le nombre de jours où j'ai pas travaillé. Et alors des fois c'est peut-être pas grand chose, c'est peut-être travailler 1 heure sur quelque chose, mais peu importe. sur certaines journées. Mais en fait c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc dans les tâches aussi que j'ai énumérées, il manque être organisateur de séjour, organisateur de stage, gérer les réservations, gérer les paiements. Je suis super content. Vas-y. Ouais. Et en fait, quand un athlète a sa semaine d'entraînement, il peut se dire oh, le Ben, il a mis 15 minutes à faire ça. Non, mais pour que la machine marche, pour que la machine tourne, pour que les entraînements, oui, je bosse avec une bibliothèque. Toi aussi, tu dois bosser avec une bibliothèque. Je pense cette bibliothèque-là, il faut la renouveler. Moi, chaque année, elle est renouvelée, la bibliothèque. Il y a une quantité de travail pour qu'au final, chaque athlète ait sa semaine d'entraînement, boum, en temps, en heure. Donc, dit tout ça, moi, quand j'ai vu cette techno, j'ai fait Alléluia. Alléluia, automatisation. Donc, moi, mon objectif, c'est tracer un grand cercle et déjà utiliser la techno pour gérer le périphérique. Maximum. Et puis petit à petit, ça va être de resserrer sur le cœur de l'activité. Une fois qu'on, il y a la nécessité de maîtrise des outils. Et ce qui est bien, c'est que quand avec l'IA, tu proposes quelque chose ou tu fais quelque chose qui est à la périphérie, au final, même si ça marche pas, c'est pas trop grave, puisque c'est soit quelque chose d'additionnel, soit quelque chose qui est pas en lien direct avec ton cœur de métier, donc tu vas pas avoir de sanctions. Et quand tu dis, par exemple, aujourd'hui, ouais, voilà, c'est ça. J'allais te demander un exemple pour que les gens puissent se figurer ça. Par exemple, on va prendre le plan de communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Si je fais je publie un sujet qui intéresse personne, ou même encore que je dis une bêtise sur un article, imaginons. En soi, c'est pas mon cœur d'activité ma crédibilité peut être touchée, mais moi, les athlètes avec qui je bosse, voilà, ça, c'est pas. Alors que si j'utilise aujourd'hui l'IA pour faire tous mes programmes d'entraînement et que ça me sort quelque chose de très vasouillard ou avec des erreurs tout simplement, bah là non, là c'est mort. Donc c'est pour ça que voilà, pour la comptabilité, pour la gestion des mails, alors tout ça c'est des tâches qui sont c'est de l'automatisation classique, il y a pas besoin, il y a pas eu, beaucoup de gens n'ont pas attendu l'IA pour gérer ce genre de tâches, mais disons que l'IA simplifie énormément, parce que quand il faut en plus coder des scripts Python pour faire certaines tâches automatisées, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est la peine de passer du temps sur le script Python pour gagner au final 10 minutes par-ci par-là? Alors qu'avec l'IA, on se pose pas de questions. Le script, il va être fait en 3 secondes et on le met en place tout de suite. Et donc, voilà, ça a été déjà, dans un premier temps, ça a été, au début, c'était beaucoup sur la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Définir une stratégie, définir un plan de publication, etc., des thématiques, creuser des thématiques.
Et puis se tenir informé de l'actualité et puis publier en fonction de cette actualité. Et puis à un moment donné, je me suis dit ok, moi j'utilise intervalle.icu, tu dois connaître, qui est vraiment une bête, une plateforme incroyable qui a été développée. Enfin, j'ai commencé à l'utiliser sur les conseils d'un ami à Antoine Perche, Rémi. J'ai commencé à l'utiliser en 2020 et il y avait très peu de fonctions. C'était très simpliste. Et en 5 ans, il y a eu juste un travail juste incroyable de fait par une personne, David. Mais ça reste un outil. C'est pas mon outil, quoi. C'est voilà, il y a des choses que j'aimerais bien, qui me manquent à moi. Voilà, Et donc, je me suis dit, je vais développer des petits tools, des petites choses qui peuvent m'aider. Voilà. Et puis en avançant, j'ai commencé en mai et en fait, chaque jour, j'ai repoussé le possible. C'est-à-dire, au début, j'ai fait un petit visualisateur de TSS, pas de TSS, de CTL, ATL, TSB, voilà, une petite courbe. J'ai commencé par ça. Puis après, je me suis dit, tiens, on peut rajouter ça. Puis après, on peut rajouter ça. On peut rajouter ça. Puis après, on peut. Ah bah ouais, mais ce qu'on pourrait faire, c'est même injecter des données dedans. Et puis finalement, je me suis mis à construire ma plateforme de suivi. Alors sur le coup, pas vraiment d'intérêt puisque Intervalle remplit sa tâche et puis. Mais finalement, chemin faisant, ouais, je me suis dit, ouais, il faudrait un assistant coach automatisé qui puisse en fait donner des informations à l'athlète, pouvoir les données d'entraînement. Il y a une telle multitude de données en fait que les athlètes ne comprennent pas finalement parce que c'est pas leur cœur de voilà. Et je me suis dit, ce qui serait bien, ça serait interpréter ces données pour expliquer facilement à l'athlète quand il en a besoin, une interprétation de séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est telle ou telle métrique utilisable. Voilà. Donc ça encore, j'ai commencé à me lancer là-dessus et au final, c'était pas à la place d'eux, c'était en plus. C'est moi, je fais toujours mon débrief. Moi, je fais toujours mes retours, mais l'athlète, en plus, il peut aller gratter des infos avec le robot pour comprendre, tel ou tel interpréter item. des séances. Okay. Et puis, les compétences montent parce qu'en fait, là où j'entends les médias mainstream qui répètent toute la journée que l'IA a bêtise, l'IA fait débrancher le cerveau. Bah moi, j'ai pas cette expérience-là en fait. C'est-à-dire que moi, quand l'IA travaille, je la regarde travailler et c'est un professeur en fait. Pour moi, c'est un professeur. Je comprends. Ah ok, ça fonctionne comme ça. Ok, ça fonctionne comme ça. Et en fait, il y a un réel apprentissage et une réelle montée en compétences. Donc chaque jour, en fait, il y a une montée en compétences. Et donc du coup, au début, je pensais faire une petite automatisation pour interpréter les séances. Et puis d'une petite automatisation, je suis passé à un monstre, quoi. C'est un truc qui est énorme, quoi. Les athlètes d'ailleurs n'ont pas encore vu parce que là où j'en suis là sur le truc, mais je sais pas du tout. Encore une fois, je sais pas où ça va m'amener cette histoire. J'ai pas de plan. Ouais, moi je un chercheur pur. Moi je kiffe. Moi je kiffe. Je sais pas où je vais. Okay. Si là où je vais, c'est que je dois rendre mes programmes chaque semaine et conseiller les athlètes dans leur préparation. Ça, je sais où je vais. J'ai cette trame. Et autour de cette trame, je construis des choses et je vois ce que ça va donner. Il y a des choses peut-être que je trouve géniales et qui n'auront pas le lendemain parce que voilà, c'est la tech, c'est comme ça. Tu construis un truc, puis finalement, personne comprend à quoi ça sert et puis finalement, ça sert à rien.
Enfin, voilà, c'est pas. Et puis peut-être au milieu de tout ça, il y a un truc qui va émerger et je vais dire ah ouais, ça c'est génial quoi. Et ça va m'aider énormément dans mon travail. Donc je sais pas. Est-ce que toi, de manière très pragmatique, ta méthodo et ton coaching, tu l'as vu, il y a une ère avant et après IA? Je parle que de structure Ouais. d'entraînement ou c'est juste Non, productivité? non, je dirais pas ça parce qu'en fait, l'IA, comme toutes les techs un peu qu'on va qualifier de disruptives, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce terme-là, mais on surestime l'impact à court terme et on sous-estime l'impact à long terme. Donc, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, tu demandes à un athlète à qui j'entraîne, tu vas lui dire, bah alors, depuis l'année dernière, c'est fou tout ce que tu fais avec le Ben. Il va te dire, bon, non, il n'y a pas énormément de changements. Parce qu'en fait, c'est tellement long à construire, à avoir quelque chose de fonctionnel et puis savoir, en fait, du fait qu'on ne sait pas où on va. En fait, on avance de 5 pas, on recule de 3, on repart dans une autre direction, on avance, on monte en compétences, on construit quelque chose, mais avant que réellement il ait un impact sur notre travail au quotidien et sur l'athlète, vraiment que l'athlète dise ah ouais non mais là il y a avant et après quoi. Bah peut-être que la rupture se fera à un moment donné, mais elle s'est pas encore faite. Et je pense que l'IA, même dans les entreprises, c'est ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde est dans le noir. Et je cherche le terme, mais essaye de tâtonne quoi, tâtonne et tout le monde est un peu perdu. Et c'est un peu le problème. Et je pense que chez les auditeurs, je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaîtront, ceux qui sont un petit peu intéressés au sujet, c'est que en fait, on a parlé de vitesse, la vélocité. C'est vraiment ce qui caractérise cette technologie-là. L'objet est insaisissable. Et en fait, on peut rapidement être tétanisé. On peut être paralysé, tétanisé. Et parce qu'en fait, on ne sait pas par où commencer. Et quand on commence un truc, boum, 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 il y a 10 outils qui popent sur les côtés. Et qu'est-ce que je fais? Je continue. Et en fait, on arrive paralysie, quoi. Et l'autre aspect psychologique, c'est je cherche le terme, mais en gros, la saturation mentale. Ben, en fait, je voulais un petit peu dévier là-dessus, parce que dans notre métier, nous, au quotidien, puisque ça fait 12 ans, 12 ans que tu pratiques vraiment focus que là-dessus, on est obligé d'être des geeks. Il y a tellement de data qui ont débarqué sur les 5-10 dernières années. J'ai commencé à entraîner dans les années 2000. On avait la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque de temps en temps. Donc, il fallait faire avec ça et tu te débrouilles. Et encore, il fallait envoyer le fichier avec un pigeon voyageur. De temps en temps, il revenait, de temps en temps, il revenait pas. Après, dans les années 2010-2012, on a vu les capteurs de puissance débarquer pour le grand public. Ça faisait déjà quelques années que c'était utilisé. Donc, c'était une autre data. Et puis là, J'adore remonter l'historique. Et là, depuis 4-5 ans, tu as la température, tu as la VFC, tu as des data qui sortent quasiment tous les jours. Et donc, déjà, la méthode d'entraînement et la physiologie, c'est une discipline. Après, tu rajoutes les techs. Et sur les techs, pour gérer tout ça, il va falloir apprendre à gérer l'IA. Et c'est là où je pense que, ouais, comme tu dis, saturation mentale, il y a des gens, tu leur dis IA, ils vont avoir peur, je pense. Je suis très enthousiasmé et très positif sur la tech en elle-même, sur l'intérêt que ça peut apporter dans tous les métiers. Je suis très négatif sur l'impact mental que ça va avoir sur la population. Et je pense que c'est un sujet de société qu'il faudrait tout de suite préparer. Parce que ça va occasionner, et encore une fois, c'est un avis, peut-être que ça se passera jamais, mais je pense que ça va provoquer un tel bouleversement dans la société, bouleversement dans la vie des gens, échelle, je sais pas, encore une fois, peut-être 5 ans, peut-être 3 ans, peut-être 2 ans, peut-être 6 mois, que
cette saturation mentale, cet épuisement, comment il va être absorbé, quoi. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tracasse, quoi, parce que nous, on travaille sur l'humain, on travaille sur le bien-être des gens. Enfin, on cherche à travers la pratique sportive de performance à ce que les gens s'épanouissent. Toi comme moi, c'est important de ressentir que les gens sont bien. Hein, on fait quelque chose, on fait une activité qui est en lien avec le loisir des gens, quoi. Ce qu'ils font quand tout va bien et que tout se passe bien et que Ouais, tu côtoies quand même, enfin, tu t'entraînes des pros, donc il y a aussi pas que le bien-être. oui, bien sûr, mais le cœur, quand même, il faut que l'athlète aille bien. le cœur de ma clientèle, le cœur des athlètes avec qui je bosse, ça reste quand même des gens qui sont dans la vie active et qui font ça en épanouissement pour s'accomplir, pour même parfois et de plus en plus avec aussi un objectif santé, comme je te parlais avant l'émission. Un objectif santé, donc vraiment la compétition est là, voilà, pour donner un phare, mais clairement c'est vraiment pas le but, quoi. Enfin c'est pas le but. Disons que c'est vraiment la motivation première, c'est la pratique du quotidien. Et je bosse avec de plus en plus de gens, et aussi parce que je bosse des fois avec des gens, ça fait 10 ans que je bosse avec, et à un moment donné ils ont fait le tour de la compète, un peu comme mon parcours, et puis ils ont envie de continuer à s'entraîner. Et en fait se tenir en forme, etc. Donc non, le bien-être est super important. Enfin, moi je fais ce métier-là parce que je ressens que j'apporte du positif dans la vie des gens. Je pense que tu fais ça aussi pour ça. Les résultats, c'est cool, mais pour moi, ça, c'est honnêtement, hein, c'est pas le plus important. Moi, si un athlète il me dit, oh Ben, putain, dans mon mindset, j'ai mis en place des choses dans mon boulot, que j'ai réussi à transférer de l'activité sportive à mon boulot, j'ai réussi à débloquer certaines choses qui me tracassaient dans mon quotidien, etc. Cette histoire de transfert et d'être bien dans sa tête pour trouver les solutions dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout. Donc, c'est pour ça que je suis attaché au bien-être, à ce que les gens, voilà, globalement, soient épanouis, soient bien, quoi. Enfin, Quand les athlètes s'adressent à nous et nous filent les clés du camion, c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité et on peut avoir. En fait, mais ça, j'en parlais dernièrement. L'impact négatif que peut avoir un mauvais conseiller, il est phénoménal. Parce qu'en fait, à travers la charge d'entraînement, on impacte de façon extrêmement violente le système hormonal, le système endocrinien. Et en fait, on peut faire vriller quelqu'un complètement, quoi. Si c'est mal géré, si c'est fait n'importe comment, Et c'est pour ça que les histoires de qualification, moi je suis pas un obsédé du diplôme, etc. Mais des fois, ça fait peur, quoi, quand on voit certaines choses sur les réseaux sociaux, des gens qui s'autoproclament, vaste sujet, hein, et ça, c'est pas prêt de s'arrêter du coup, parce que cette techno-là, elle va permettre ça justement aussi. Les escrocs, les vendeurs de rêves, mais c'est moi je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous dans l'aspect ok, fais ton truc, moi je te regarde même pas, moi je fais mon truc, je m'en moque, mais le problème c'est quand tu sais que ça a un impact vraiment, ça peut avoir un impact très négatif sur la vie des gens, c'est un peu plus embêtant, quoi. Justement, dans cet apport de l'IA, alors j'ai bien compris que pour toi l'IA c'était quelque chose qui va être plutôt facilitateur, mais sous la condition d'être maîtrisant
et d'être maîtrisant de toutes les composantes que tu vas utiliser, à la fois de la composante de l'IA et de la composante de l'entraînement. Est-ce que justement, finalement, le danger qu'on va pas voir arriver, c'est celui de triathlètes amateurs, non conscients de ce qui gravite autour de la santé, de la performance, qui vont utiliser l'IA sans y mettre les bornes qu'il faut, et que du coup, ça puisse partir vraiment en cacahuète, quoi. Gros point là pour ce que tu dis, Michael. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, il y a quelque chose qui est terrible en fait. C'est que déjà la première chose, c'est que quand on veut faire quelque chose, on veut construire quelque chose, un processus d'entraînement, imaginons avec un chatbot, 90% du parcours, il va être fait en quelques secondes et de façon ultra simple avec l'IA. Le problème, c'est les 10% restants qui nécessitent l'expertise. Ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour du code. Coder un programme avec l'IA, 90% du chemin, il est fait, wouhou, super simplement, n'importe qui peut le faire. Les 10%, sécurité, scalabilité, et puis maintenance, évolutivité, ça va pas être accessible pour tout le monde. Et quand quelqu'un va gérer son processus d'entraînement avec un chatbot, parce que c'est ça dont il s'agit dans un premier temps, c'est le chatbot. Voilà. Je pense d'ailleurs que ça ne sera pas la version finale de l'IA modèle LLM, modèle Large Language Model. Ce ne sera pas la version finale. Je pense que c'est une première version d'interaction, mais le chatbot, il y a plein de limites en fait au chatbot. Mais quand on discute avec le chatbot, prépare-moi l'Ironman de Francfort pour le mois de juillet. Ok, pas de problème. Tu me rends quelques infos, tac, 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 tac. Tu me contextualises un peu le truc, tac, 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 tac. Tu as une préparation. Ok. D'apparence, c'est magique, c'est incroyable, c'est génial. Mais en fait, c'est 90% du chemin. Ouais, ok. Mais les 10%, putain, tu les as pas et tu vas te manger si tu les prends pas en compte. Si tu t'en charges pas, tu vas les manger. Et souvent, donc on disait, c'est fait avec un chatbot. Et le problème du chatbot, c'est que il a pas de mémoire ou très peu. Tu discutes avec un poisson rouge. Ah ouais, voilà. ChatGPT a pas mal de mémoire quand même. Il a pas mal de mémoire, mais c'est pas fait pour ça. Enfin, voilà, c'est donc en tout cas, même s'il a une mémoire qui peut paraître efficace, ça va être que des brides, des morceaux, ça va être parcellaire là, c'est les éléments de rétention. Donc il peut manquer des choses à certains moments et boum, il le saura pas. Et le contexte qui est hyper étroit. Et ça, c'est vrai sur tout ce que tu utilises en modèle d'IA, c'est qu'en fait, la fenêtre contextuelle, à mesure que tu ajoutes des éléments, elle se réduit. Et à un moment donné, le truc, il te parle de quelque chose qui a plus rien à voir, quoi. Et tu t'en es pas aperçu parce que tu as continué de discuter avec lui. Et tu dis, ouais, non, mais c'est bien, là, Alors, là, il y a les deux aspects. Et un dernier aspect qui est vraiment qui peut vraiment aller à l'encontre de l'intégrité de l'athlète, c'est le caractère flagorneur du LLM. Avec le LLM, tu vas être toujours génial. Ton idée va être toujours géniale. Tu vas être un athlète génial. Ce que tu proposes, c'est génial. Bah ouais, le truc, il est programmé pour que tu reviennes. Il est là pour te planter la paille dans le cerveau et te faire revenir et te rendre addict et en mobiliser en fait, te faire pulser des shoots de dopamine, quoi. Il est là pour te rendre addict, le bordel. Et ça, quand t'as pas conscience de ça, quand tu utilises ça comme ça, eh ben, tu te laisses emmener dans un truc. C'est pour ça, quand je vois des
des émissions sur les médias mainstream. L'autre jour, je tombais sur un truc, c'était la nana, l'américaine, elle avait été s'installer elle avait quitté les États-Unis sur conseil de ChatGPT. Elle avait quitté les États-Unis, s'installer dans un petit village dans le sud de la France parce que c'était le meilleur village au monde qui lui correspondait à elle, d'après ChatGPT. Et les gens sont capables de dingueries, de se faire complètement emmener par un chatbot qui est fait pour les brosser dans le sens du poil. Ils sont pas aperçus en fait qu'à travers leur façon de discuter avec le LLM, en fait, ils ont que c'était un écho quoi. Ils ont orienté les réponses systématiquement. Mais ouais, ils ont orienté toutes les réponses. Donc du coup, tu comprends bien que si tu te sers de ça pour faire un programme, enfin une planification, on va pas dire un processus d'entraînement complet. Non, si on parle vraiment de ça, c'est sûr si tu veux faire 4 semaines pour préparer le 10 km de Vincennes, c'est top. Oui, enfin, oui, on est bien d'accord. Un super plan Triathlète Magazine 2025, 2026, c'est génial. Mais si tu te sers de ça en processus d'entraînement pluriannuel, tu vas te créer ton petit fichier dossier de ChatGPT projet là. Où tu peux tout garder quand tu utilises un dossier de ChatGPT, en fait, tu t'isoles, en fait, tu peux isoler et puis tu peux en fait travailler sur un peu une récurrence en paramétrant le chatbot d'une certaine manière, qu'il agisse comme un coach, qui retienne certains éléments, etc. Le problème, c'est que si tu utilises ça sur des mois, des semaines, des mois, ça va t'emmener dans un truc qui a ni queue ni tête, quoi. C'est sûr et certain. C'est pas fait pour ça. Et je me rappelle, alors ça va faire un peu bling bling et un peu jet set, mais c'est pas grave, on va taper dedans. Surtout, on va taper dessus. Je sais pas si tu avais suivi l'affaire à un moment donné. Donc il y a nos amis les Norvégiens qui taillaient un petit peu les oreilles en pointe à Lionel Sanders. Et à un moment donné, Sanders, qui est incoachable, je pense, s'était mis à se faire son plan lui-même par ChatGPT, en orientant d'ailleurs, il posait les questions, en analysant les plans des Norvégiens, sors-moi le plan. L'autre, il est parti à la catastrophe, parce que du coup, il s'est fait sauter le caisson direct. Et c'est ce genre de... J'avais lu ça. C'était risible, mais du coup, c'est le danger, je pense, qui risque de se généraliser. Ah, mais ouais, mais c'est, là, on parle de programme d'entraînement parce que c'est le sujet qui nous intéresse ici, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Des gens vont faire des erreurs monumentales parce qu'en fait, ils vont croire qu'ils ont un avis qui est objectif. Et les boîtes qui commercialisent ces produits n'ont aucun intérêt à faire passer le message que les gars, faites gaffe, quoi. Ils ont aucun intérêt, non. ChatGPT lance OpenAI santé aux États-Unis pour en fait utiliser le LLM en conseil santé. Pourquoi ? Parce que la première chose sur Internet qui provoque des recherches, c'est la santé. C'est le premier sujet de discussion sur Internet, quoi. C'est la santé. Donc du coup, ils ont sorti OpenAI Earth, je sais pas comment dire en anglais, santé là. Et en fait, ils ont expliqué que ça allait être des données qui allaient être dans un silo pour pas qu'il y ait de fuite. Ok. Encore, moi je ne crois pas, mais ça servira pour entraîner le prochain modèle. Mais même imaginons, ok, les données sont cloisonnées, mais le problème c'est oui, le fondamental, l'analyse peut-être fondamentale et sera bonne, parce que au final c'est ça qu'on s'aperçoit, hein, c'est que la connaissance en elle-même est juste incroyable. Et on est tous obsolètes par rapport à ça. Tous les gens qui cultivent leur ego avec leur savoir, ouais, ça doit être dur pour eux. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Mais le gros problème, c'est l'interprétation et l'adaptation par rapport à la personnalité, par rapport à la personne, quoi. C'est-à-dire que, ok, on connaît
il y a peut-être une vérité qui est énoncée par le LLM, mais est-ce que dans ton cas, ça va être applicable? Est-ce que dans ton cas, c'est bien? Est-ce que pour toi, avec tes particularités à toi, tes particularités psycho, tes particularités génétiques, etc., est-ce que ça va être applicable, ce conseil? C'est pour ça que moi, je suis hyper enthousiasmé par l'humain augmenté par l'IA, que, évidemment, je vais être plus enthousiasmé par ça que par ce que je vais dire après, que par l'IA remplaçante de l'humain, bien sûr. J'ai mon intérêt à ce que ce soit l'humain augmenté. Mais même, en fait, je vois pas le système fonctionner sans prise de décision humaine, au final, sans que ce soit l'humain qui tranche et qui soit responsable de la décision. Parce que c'est pareil, ça c'est des histoires de responsabilité aussi, c'est tout un truc ça. Tiens, ça faisait partie des questions. Ah oui, ouais, j'y pensais là. Oui. Admettons quelqu'un. Alors, dans le métier d'entraîneur, qui est un métier extraordinaire et qui nous permet d'avoir des échanges qui, je pense, ne sont comparables à nul autre dans un métier, on peut faire vivre des émotions extraordinaires à des gens. Parce que quand tu amènes des gens au pied du départ sur la start list, qui sont en pleine forme, qui passent leurs objectifs, je pense que ça, tu retrouves pas ça dans la vie au quotidien. Par contre, si jamais on les envoie dans le mur, et si jamais ils se blessent, la relation c'est déjà pas la même, parce qu'en général tu as des noms d'oiseaux qui fusent, et parce que tu as pris des décisions en connaissance de tes datas, mais peu importe. Quid si un gazier performant, mais qui veut se passer d'un entraîneur de triathlon, se fait son truc sur GPT, et il se fait envoyer au carton. Qui est responsable et comment ça se passe dans ce cas-là? C'est une vraie question, ça, qu'on va se poser bientôt. Ouais, je pense de toute façon, le législateur devra blinder le sujet. Et là, on en arrive. Bah, d'ailleurs, il y a le cas qui se pose actuellement avec Musk et Grok avec la génération d'images dénudées, etc. Qui est responsable? Est-ce que c'est le fournisseur du LLM? Est-ce que c'est la personne qui utilise le LLM qui génère la photo? Est-ce que c'est la plateforme qui autorise la diffusion? Enfin, après, il y a tous les acteurs en fait qui interviennent pour définir les responsabilités. C'est vraiment pas simple. C'est pour ça que moi, j'ai une étoile du Nord dans mon utilisation de l'IA. C'est l'IA locale. C'est-à-dire que l'IA locale, imaginons, je fine-tune un LLM pour moi, pour m'aider dans la création de programmes. Et s'il y a une connerie de fait parce que le LLM a sorti un truc, c'est mon LLM, il est sur mon ordinateur, c'est moi qui suis le responsable. Donc là, ça simplifie à mort l'histoire des responsabilités, contrairement à un LLM qui est hébergé sur on sait pas chez qui, où ça, etc. Donc, j'espère que l'Europe ira vers une IA où chacun devra être responsable en fait du modèle qu'il utilise et qu'il commercialise, enfin, qui d'une certaine manière dans ton travail, si tu utilises un modèle, le modèle est hébergé chez toi et ce qui sera sorti, ça sera ton modèle, toi, ta responsabilité. Moi, je suis favorable pour ça, d'un point de vue sociétal, quoi. Il faut que ce soit ça, parce que c'est pas possible d'avoir une société en fait où t'as personne qui est responsable de rien. Et c'est ce qui va se passer avec les gros modèles. Les gros modèles, voilà, Gemini, il m'a fait faire ça. Bah, c'est Google qui est responsable. Bah ouais, mais non en fait, parce que c'est qui est payé? C'est Gemini ou c'est toi qui est payé? Mais ça sera un bordel. Ce sera un bordel en fait pour ceux qui seront victimes des mauvaises pratiques, pour se retourner, etc. Enfin, il y a un sujet énorme là-dessus. Mais J'en discutais. Alors, j'avais un autre avant qui s'appelait Arnaud, qui était un
un personnage et que j'adorais, avec qui on se marrait bien. Et on avait un avis sur l'arrivée de l'IA qui était assez partagé. Bon, moi, je suis un peu un geek et quelque part, j'adorais la tech et ainsi de suite. Et il faisait partie un petit peu plus des réfractaires. Et je pense que il y a pas mal de gens, ça représente un peu les deux parties de public qui vont être confrontés à l'IA. Il y a les gens qui vont être enchantés, puis il y a les gens qui vont dire non, non. Et je pense que par rapport au métier d'entraîneur, aujourd'hui, moi je suis d'avis, en tout cas, et c'est comme je le dis exactement comme tu le dis, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Je pense qu'au lieu d'être une menace, ça va être quelque chose qui va faire plutôt le ménage. Parce que tu as ceux qui vont être les coachs à l'ancienne, c'est très beau, c'est artistique, mais je pense que ça va pas leur permettre d'évoluer. Et à l'inverse, ceux qui vont être utilisateurs de l'IA et qui vont permettre à leur activité d'évoluer vont peut-être sortir du lot, même si je pense que, comme à titre de tous les artisans qui existent dans le monde, il n'y a pas une IA au monde qui, pour l'instant, va être suffisamment évoluée pour nous remplacer sur le bord du bassin, aller coacher un nageur. On n'apprendra pas à nager avec de l'IA, on n'apprendra pas à courir avec de l'IA, à augmenter des techniques comme ça, je pense, mais je pense que l'IA est plutôt une opportunité qu'un risque dans le métier d'entraîneur triathlon, quoi. Ouais, je dois t'avouer qu'il y a des jours, je me dis c'est génial, ça va permettre de passer un nouveau palier dans la maîtrise du sujet, dans le conseil, dans le machin. Puis il y a des jours où je me dis c'est quand même capable de ça, quoi. Waouh, putain, mais elle va où ma place demain? Ouais, c'est une question c'est une question que tu te poses des fois. Ces derniers temps, ça arrivait plusieurs fois où vraiment j'ai des réponses, en construisant justement mon robot, mes trucs là. J'ai des réponses. Ouais, je dis waouh, c'est chaud quand même. Non, mais disons qu'il faut partir. Il faut partir déjà en tête. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les métiers. Du strict point de vue connaissance, comme je disais tout à l'heure, on est obsolète. C'est tout. Il faut l'accepter. Machin. Maintenant, créativité, empathie, voilà, capacité à communiquer, et puis plein de choses que j'oublie, mais propre pour le moment, ce qui est propre à l'humain, c'est ça qu'il faut exacerber. Donc moi, j'ai un objectif, c'est me débarrasser de tout ce qui est automatisable et laisser tout le temps pour le contact. Voilà, c'est l'objectif moyen, long terme. Moyen terme. Moyen parce qu'on a dit la vélocité, il faut être rapide, il faut machin, il faut quand même y aller, quoi. Donc non, après, encore une fois, je sais pas ce que je fais, donc je sais pas si j'arriverai à cet objectif dans 3 semaines, dans 6 mois ou dans 2 ans. Donc, mais vraiment, mon objectif, c'est pouvoir prendre le temps avec les athlètes et avoir du contact. Et c'est ça que peut nous apporter, parce qu'en fait, au final, quand toi et moi, on est sur notre software en train de remplir des cases, déjà ça a été vachement diminué, réduit par les plateformes, style intervalle, tu vois. Je pense que toi aussi, on a bossé 8 ans avec des tableurs Excel, quoi. L'enfer. Alors j'en connais, je balance des pièces comme ça. Je connais, ils sont encore sur le tableau Excel, donc eux je les laisse bien tranquilles. Ouais, après chacun fait comme il veut. Comme il franchement, mais moi le temps que je passais sur Excel, c'était juste fou, quoi. Enfin, et ça apporte rien à personne. Moi, ça ne m'épanouit pas. Et l'athlète, que tu passes 45 minutes sur l'Excel ou 15 minutes à faire disons, je parle d'un strict point de vue pratique, tu vois, donner le format à l'athlète, quoi. Que tu passes 45 minutes ou 10 minutes, l'athlète, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir quelque chose qui soit utilisable dans sa montre, et ce qui compte, c'est le temps que tu as passé à prendre des décisions. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser l'IA pour augmenter la force, l'impact,
oui, la précision de ce processus de tes décisions, de la prise de décision. Voilà, prise de décision. Je pense que tu as mis le doigt sur le fait que quand les athlètes viennent avec leur projet sportif rencontrer un entraîneur, ils veulent avoir accès à une ressource et avoir accès à quelqu'un qui a été capable à un moment donné de prendre des choix, de prendre des décisions pour prendre une orientation et arriver à un point. Et aujourd'hui, il y a tellement de sources d'informations qu'on est comme un lapin dans les phares d'une voiture. Sauf que cette prise de décision-là, elle n'est pas au doigt mouillé, elle est avec de plus en plus d'analyses de data. Et alors effectivement, il y a ceux qui vont dire ouais, aujourd'hui t'es bien et tu vas faire ça. Et puis il y a ceux qui vont analyser le avant, le projeter le après, et qui vont être capables de se dire et de synthétiser tout ça. Et tu vois, moi c'est pour ça que je suis un IA enthousiaste, c'est que la techno elle arrive pile au bon moment où j'ai l'impression en fait d'être arrivé, enfin j'avais l'impression d'arriver à un plafond de verre. En tant qu'entraîneur ou toi dans ta pratique? En tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. Ouais, petite question. Parce que en fait, ok, plus de data, plus d'informations, charge interne, charge externe, nana. Ok, mais à un moment donné, tu as une réalité temporelle. Tu as un nombre d'athlètes à qui tu dois rendre la copie pour la semaine, si tu veux croûter. Cette réalité-là, moi, je m'en cache pas, c'est une réalité économique. Moi, j'aimerais bien bosser avec 10 athlètes. Je les aime tous, hein. Mais moi, je préférerais bosser avec 10 athlètes et prendre mon temps et discuter. Moi, j'adore discuter. On discute au téléphone, cool. On philosophe. Tu as des discours philosophiques. Alors, j'adore. Petit coucou d'ailleurs à un d'entre eux qui doit. Salut Dom. Salut Dom. Non, mais j'adore. Mais à un moment donné, j'ai une réalité de temps. Faut que j'ai des temps de passage dans la semaine. Bam, 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 bam. Et à un moment donné, t'es limité, tu peux pas passer 1h30 à aller chercher X infos sur les données de wellness, machin. À un moment donné, il faut être efficace, il faut y aller, quoi. Et c'est là où j'avais un peu de frustration. C'est que je suis convaincu qu'il y a des choses qui sont géniales, qui sont super à prendre en considération, à analyser, machin. Mais clairement, je pouvais pas le faire. Et l'IA va débloquer tout ça. T'as un exemple précis du coup de ce que tu... Ouais, mais par exemple les données de wellness. Ouais. Les données de wellness recueillies chaque jour. Temps de sommeil, qualité de sommeil, humeur, motivation. Combien d'entraîneurs checkent les données de chaque jour alors après, tu peux faire une moyenne. Et je veux dire, attends, une tendance. Même que tu regardes la semaine, en tant qu'humain, t'as pas cette capacité à... Il n'y a pas de... L'interface, elle est dégueulasse. On n'a pas la capacité à, tu vois, à ingurgiter la data pour en faire quelque chose. On n'a pas cette capacité, même en tout cas, le commun des mortels. Et ce qu'on veut, nous, c'est des tendances, alors oui, tu peux te faire ton graphe, ta courbe, machin, ok. Mais tu vois, il faut tout de suite un deuxième écran, faut un truc, faut machin, faut cliquer sur un truc, faut regarder sur une autre page, tu vois, c'est pas complet. Moi, ce que je veux, c'est mon interface avec une interprétation déjà, tu vois. Déjà, je veux une interprétation, quoi. Je veux le sommeil, qu'est-ce qu'il dit, la qualité du sommeil, qu'est-ce qu'elle dit au regard de l'humeur, au regard de la motivation. Tu vois, je peux pas aller déchiffrer chaque truc. Le HRV, génial, la variabilité cardiaque. Ok, génial. Mais c'est le type de données, il faut la voir sur le très long terme. Il faut masse de données pour en faire quelque chose. Si tu commences à interpréter, si tu commences à faire l'interprétation, à diriger ton processus d'entraînement alors que tu as 2 mois de données, la moitié des données, elle est cracra, mais tu t'en rends pas compte. L'IA, tu paramètres ton bordel. Tu dis, attends, s'il y a tel écart par rapport, ça, c'est pas normal.
Tu vires toutes les mesures qui te semblent erronées, et puis tu laisses la machine en fait interpréter le truc. Après, tu es là pour aller vérifier si le process fonctionne bien, si machin, mais tu peux pas en fait, tu peux pas tout faire. En fait. C'est pas possible. Et là, c'était ta question. Tu disais, est-ce que l'arrivée de nouvelles data, etc. Finalement, ne met pas tout le monde dans le brouillard, quoi. Mais je pense que, ne serait-ce que les athlètes, si on se met à la place des athlètes, on n'a jamais eu autant de data accessible. Si on veut se faire suivre de partout, on peut. Mais après, du coup, si tu as 12 données, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu les interprètes? En quoi ça t'aide? Et même l'IA, ce que tu disais, c'est très juste, en instantané, ça va avoir une précision qui va être très très relative. Et par contre, si tu n'en es pas conscient, tu peux partir au sud alors qu'il faut aller vers le nord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce que tu peux faire avec l'IA, c'est toi, si tu la HRV, tu veux l'utiliser d'une certaine manière parce que tu as lu un papier ou un témoignage ou il faut l'utiliser de cette façon-là, tu veux l'utiliser de cette façon et tu veux automatiser cette stratégie-là, tu peux le faire facilement, tu vois. Tu peux le faire, tu peux faire ton outil à toi. Et du coup, ça change tout parce que là où tu pourrais pas en fait manipuler en routine ces données-là, bah là tu vas faire le boulot par un algorithme. En fait, tu fais ni plus ni moins qu'un algorithme. Tu fais un algorithme, tu programmes un algorithme, tu utilises là, et en plus t'as pas besoin d'aller chercher l'information. L'information vient à toi dans l'interface que tu as fait. Donc c'est bonnard. Et il faut, moi j'adore la technicité, j'adore j'adore ajouter de la densité dans les infos pour prendre des décisions, mais à un moment donné, il y a l'aspect pratique. C'est-à-dire que moi je veux pouvoir faire ça longtemps. Je veux aussi, je suis un gros bosseur, je me qualifie comme gros bosseur. Vraiment le travail, je pense que ça me fait pas peur. Mais à un moment donné, je veux pas non plus péter un câble. Je veux pas non plus tomber en dépression. J'ai mon équilibre mental à préserver. Donc moi, je me mets des garde-fous. À un moment donné, moi, je suis prêt, je suis motivé, machin, mais il y a des trucs que je dépasserai pas parce que c'est comme ça. C'est soit c'est ma santé ou c'est et désolé, si ma santé elle décline, il y aura plus rien derrière, donc il y a rien à gagner. Donc voilà. Donc c'est là où je pense que l'automatisation, et moi finalement ce qui m'intéresse presque plus que l'IA, c'est l'automatisation. Tu vois, c'est l'automatisation, la construction d'automatisation permis grâce à l'IA. Pas forcément utiliser l'IA dans les mécanismes, dans les processus, tu vois. Parce qu'en fait, l'IA, le problème de l'IA dans les processus, c'est que l'IA, elle est pas assez fiable. Le LLM, il est pas assez fiable. Tu vois, tu veux paramétrer une séance avec l'IA. Ben non, tu tu essayes, par exemple, tu veux qu'elle te génère ta prochaine séance de développement du deuxième seuil ventilatoire la semaine prochaine. Tu rentres du contexte, machin, tu lui dis où t'en es, nana, où tu vas. Tu fais 3 fois l'opération, t'auras jamais le même résultat. T'auras des trucs, ça ressemblera même pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que il y aura des différences énormes entre les propositions. Donc c'est bien la preuve que voilà, il n'y a pas de vérité. Ouais. Ça part dans voilà. Et alors après il y a quelque chose qui est c'est juste que c'est toujours c'est je sais pas combien de pourcentage d'erreurs qui rendent l'utilisation de la techno vraiment dans le processus compliqué. Je pense que les industriels, les milieux de l'entreprise se heurtent à ça, je pense.
tu peux pas rendre une copie à 98% juste. Ben non, tu veux rendre une copie 100% juste. Alors oui, toi, tu as toujours un pourcentage d'erreur lié à l'humain. Mais au final, l'erreur, moi, les fois où j'ai fait une erreur, ça arrive, comme tout le monde. Mais genre une erreur d'étourderie, un truc, putain, je me suis gouré. Putain, c'était pas un Alf qui l'a préparé, c'était pas un Alf qui voulait préparer, c'était un Ironman. Ouais, c'est déjà arrivé une fois, je crois. Tu vois, mais alors, pas après coup, hein. Mais je veux dire, t'arrives à 3 mois de la course, tu te dis, ah putain, ouais, putain, mais j'ai pas saisi, moi. Oh, le con. Ah ouais, il m'a parlé de ça, il m'a parlé d'Ironman Nice, mais en fait, c'est 73 Nice. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait partie, ça c'est l'erreur humaine, ça peut arriver, voilà. Mais ça arrive hyper rarement. L'IA, c'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est en termes de pourcentage, je sais pas combien ça représente, mais sur toutes les décisions que tu prends, je sais pas, c'est 0,01%, je sais pas, mais sur toutes les décisions. Et l'IA, je sais pas, si l'IA fait 5% d'erreur, je crois que c'est un peu ce qui est, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux pas laisser un processus avec 5% d'erreur. En routine, au quotidien, c'est pas Non, possible. parce que à l'instant T, c'est 5%, mais dans la durée, les 5%, ils vont être exponentiels, donc c'est n'importe quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, ouais, moi je suis plus enthousiasmé d'utiliser l'IA pour construire des choses, orienter des décisions, voilà. Mais au final, l'intégrer vraiment le LLM dans un process, ça me semble pour le moment hasardeux. Ok. Et du coup, c'est une question que je t'avais pas envoyée, ça, mais qui m'est apparue pendant qu'on parlait. Toi, tu as arrêté, entre guillemets, ta carrière en 2023 de haut niveau, même si tu es aussi toujours croyant et pratiquant. Mais est-ce que l'athlète de 2012, aujourd'hui, tu aurais tu aurais eu un coaching d'aujourd'hui, tu aurais eu une carrière différente? Ouais, alors en fait, pour vraiment resituer un peu mon histoire sportive, moi j'ai arrêté le haut niveau en 2009. Ah, pour toi, tu as arrêté en 2009? Ouais, Ah, ouais. donc Pour quand moi, tu j'ai fais arrêté 8-30 à Roth, c'est pas du haut niveau. C'est grâce aux effets résiduels. Ok. Donc toi, tu es plus fier de tes 5 ans sur le Grand Alors, Prix que de ta carrière après sur le long? non, je suis fier. Moi, je suis surtout fier d'une saison que j'ai faite. C'est la saison, c'était 2007, 2006, 2007. C'est les deux saisons en fait vraiment où je suis fier. J'avais fait une quatrième place au championnat du monde universitaire. J'avais fait une quatrième place au 73 d'Anvers. Le fameux presque sub 4. Ouais, voilà, j'avais fait cinquième au France élite longue distance, format C. Voilà, je suis vraiment fier de cette période-là. Après, avant, j'étais trop con. Wow. Ouais, j'étais trop con parce qu'en fait, j'étais pas assez clairvoyant dans le sens où je croyais trop tout savoir. J'ai erreur de jeunesse, hein, mais en fait, mais en même temps, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte des voies sans issue, etc. Mais j'étais incoachable. Moi, j'étais incoachable, impossible de me coacher. Donc, trop bête, trop fougueux, trop. Donc 2 ans vraiment bien et après je suis parti à Paris pour le concours réservé au professorat de sport pour être cadre à la Fédé, puis finalement je me suis aperçu que c'était pas pour moi. Donc du coup je suis parti, puis je suis parti bosser en piscine pendant 3 ans avant de lancer la structure de coaching. Et après pour moi j'ai eu voilà une pratique amateur poussée quoi. En étant un peu aussi sur des acquis de ce que j'avais fait avant. Mais bon, j'ai quand même bien repoussé parce que il y a eu plein de références que j'ai battues 2007, 2008, 2017, 2018. Il y a plein de références en fait, et c'est là où je me suis aperçu de la puissance en fait des méthodologies d'entraînement hyper structurées. C'est-à-dire même sur moi,
putain, j'avais un niveau vélo que j'avais jamais eu, quoi. Alors que quand 10 ans avant, je passais mes journées sur le vélo, quoi. Mais l'entraînement structuré, de toute façon, on le voit bien maintenant. Après le Covid, il y a eu vraiment une explosion un peu de la diffusion de la connaissance. On a vu comment ça a explosé, quoi. Et ça, c'est grâce au numérique d'ailleurs. L'accélération des performances, elle date de là, de ma boule. Mais oui, parce qu'en fait, tout le monde a commencé et la diffusion s'est mieux faite au moment du Covid parce que les gens ont eu du temps, etc. D'ailleurs, ça, c'est un sujet dont on pourrait parler, mais l'intégration de l'IA, le gros problème, c'est le temps. La connaissance et le temps. Il y a une relation connaissance et temps. Ouais, mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour, tu vois, utiliser les outils. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de compétences, mais il faut du temps pour creuser, quoi. Et en fait, c'est le Covid avait permis ça. C'est tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais une partie de la population avait eu le temps de, tiens, cet outil-là, je peux faire ça avec. Ah ouais, génial, nanana. Et donc là, ce qui est compliqué avec l'IA, c'est que ça se rajoute à ce que tu dois faire au quotidien. Et moi, ça fait 8 mois, je dors 5 heures par nuit, quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'à un moment donné, je me calmerai, quoi. Mais mais tu veux faire comment? Faut que tu fasses ta charge de travail habituelle. Et c'est en plus, si tu veux creuser le truc, c'est en plus. Et pour ça, dans le milieu de l'entreprise, je me demande comment ils vont faire, parce que à un moment donné, t'as pas le choix. Tu peux pas faire autrement que d'itérer, d'essayer, de reproduire. Ah putain, merde, ça marche pas. Ah ça, il faut pas que j'utilise comme ça, faut plutôt que j'utilise comme ça. On est encore dans le process essai-erreur et apprentissage. Mais j'ai discuté avec un pote ce matin. Il me disait dans son entreprise, ils ont bloqué tous les accès au LLM, au gros LLM. Et ils sortent leur solution maison, ils investissent comme des dingues pour faire leur solution, mais un truc qui est déjà plus d'actualité pour coder justement. Mais en fait, tout le monde est, ce qu'on disait, tout le monde est dans le brouillard. Et même les grosses entreprises, c'est là tu dis ah ouais putain, mais en fait les mecs ils savent pas mieux que moi, quoi. Enfin ils savent pas mieux, ils savent pas mieux, ils voient pas mieux où est-ce qu'ils. Et au contraire, moi je pense que il faut. C'est bon les gars, on a perdu. On a perdu la bataille du. Je sais pas si c'était une bataille, mais la rétention d'informations. Finito. Ça. Ouais, ça fait longtemps qu'elle a été perdue. Ouais. Mais il y a encore des gens qui sont un peu là-dessus, tu vois. Et je pense aussi les entreprises qui veulent protéger un peu leur truc, machin. Non, mais les gars, ça sert à rien. Perdez pas de temps à ça. Je veux pas utiliser tel LLM parce que mes données, elles font fuiter. Mais de toute façon, tes données, elles sont déjà partout. Non, mais je me satisfais pas de ça. Je suis pas content de ça. Hein. Mais c'est une vérité. Tes données, déjà, l'URSSAF s'est fait prendre les données, s'est fait siphonner des données. T'as tous les organismes publics qui se sont fait siphonner les données. Enfin, tes données, elles sont déjà. Il y a eu Free qui s'est fait siphonner les données. Tes données, elles sont partout. Perds pas de temps à ça. C'est bon. C'est mort. C'est fini. Il y a que ceux qui veulent pas y être qui vont être entre guillemets protégés. Sinon, les autres, tout le monde sait cuit. Ouais, voilà. T'as jamais été dans le cloud, t'as jamais balancé tes données ou vraiment le strict minimum. Mais encore, je vois même pas trop comment en fait tu peux éviter le bordel, quoi. Parce que je veux dire, tu prends un abonnement Free, tu t'abonnes à Free, tu donnes tout. Hein. Et du coup, dans ce monde de data, nous, qu'est-ce que tu penses d'un athlète ou d'un entraîneur qui voudrait encore travailler sans ces data et donc sans cette IA? Tu penses qu'il y a un avenir? Tu penses que ça peut être optimal ou pas? J'ai la réponse, mais je veux ton avis. Bon courage. Allez, au revoir. Bon courage, on n'est pas ensemble. Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, moi, la seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Je me lève le matin, voilà, tout peut être remis en question. Hein, on va pas. Mais non, je me moque pas, sérieusement. C'était le petit moment blagué. Ouais, non, mais chacun envisage le truc comme il veut.
Il y a des gens qui ne peuvent pas concevoir l'encadrement et le conseil autrement qu'un face-à-face sur une piste. Et moi, je le respecte complètement. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est une certaine branche de l'accompagnement. C'est pas la seule, c'est pas la meilleure. Moi, perso, à titre personnel, je vois plus de choses à travers les données recueillies sur une plateforme que en regardant quelqu'un courir. Voilà, je vois plus de choses comme ça. Alors c'est probablement lié aussi à mon à mon programme à moi, enfin à mon tu vois ce que je veux dire, ouais, ta façon de voir les choses, la façon dont tu as déjà mes connexions, quoi, tu vois, connexions mentales, machin. Je vois plus de choses à travers un graphique. J'avais dit ça à un entraîneur. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on voit plus de choses sur des graphiques que en présentiel. Il me dit, oh, quand même pas. Mais bon, j'avais pas répondu parce que peut-être que tu vois plus de choses que moi, je sais pas. Moi en tout cas, je vois plus de choses à travers des données comme ça recueillies que en visu. Bah c'est aussi l'habitude. Je pense que quelqu'un qui est resté tout le temps sur le bord, que ce soit de la piscine ou de la piste, va avoir son logiciel et n'aura pas conscience que sur ces datas-là, on peut y avoir accès. Exactement. Et d'ailleurs, peut-être que cet entraîneur-là sera plus confortable finalement avec la diffusion de l'intelligence artificielle parce qu'en fait son algo, il est à lui. Il est un peu irremplaçable, quoi. Il est un peu possible. Maintenant, mis à part quelques rares exceptions, ma conviction profonde, c'est que tu peux pas être aussi précis, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai commencé le sport à 9 ans. J'ai eu affaire à tout un tas de plusieurs conseillers, personnes, machin. Waouh, on était dans un autre monde, quoi. Hein. Les conneries qu'on m'a fait faire. Non, mais qui allaient contre tout, quoi, contre la santé. Je veux dire, quand tu as un entraîneur à 10 ans, hein, tu as 10 ans qui te dit un bon entraînement, qui vient te voir dans les toilettes, qui te dit de toute façon un bon entraînement, Benjamin, c'est quand tu vomis. Après, si t'as pas vomi, non mais t'imagines, quoi. Alors, petit big up à tous mes athlètes. Tu leur envoies souvent le texto. Si t'as pas vomi, c'est que t'as pas tout mis. Ouais, non, mais après, il y a le joke, et, voilà, il y a la plaisanterie, mais non, quand tu dis à un gamin, en gros, bah, t'imagines, j'ai 44 ans. Et tu t'en souviens encore. Je m'en souviens encore, quoi. Je le vois encore, le gars me dire ça dans les toilettes, me dire, ah non, mais t'as pas vomi. Mais c'était sérieusement, tu vois. T'as pas vomi, t'as pas fait une bonne séance. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu fous rien à l'entraînement. Mais c'est dévastateur, ça. Enfin, je veux dire, c'est des propos. Et ouais, et les entraîneurs qui fondent tout leur connaissance sur le bon sens. Ah, je suis désolé, mais on n'est plus en 90, quoi. Et depuis, on a évolué. Et il suffit juste de regarder le sport de haut niveau. Après, oui, il y a peut-être du dopage, il y a la médecine, la biochimie qui intervient sans aucun doute, mais malgré tout, tu vois chez les jeunes, tu vois dans des strates où le dopage est probablement pas là, en tout cas pas énormément. Tu vois que le niveau, il a monté de dingue, quoi. Et c'est bien la meilleure preuve. Et surtout, maintenant, les carrières qui s'allongent. Alors, on a les deux pans. Hein. On a d'un côté les saurages, ou là des carrières courtes, mais il y a aussi ceux qui font ça intelligemment. Et des fois, ils restent hyper compétitifs, hyper longtemps, quoi. Et ça, c'est grâce à la connaissance, c'est grâce à la gestion des données, voilà. Les données, ça veut rien dire, en fait. Ça dépend comment tu les utilises. Mais on a quand même franchi des caps incroyables dans la conduite du processus, quoi. Et celui qui reste au bord de la piste et qui veut pas regarder tout ça, bah c'est pas ma façon de voir les choses, quoi. Je me dis là
tu t'appuies sur de la culture. Tu t'appuies sur ça peut pas être complet, quoi. C'est pas possible. C'est ce qu'on s'était dit un petit peu en off juste avant. On avait dit il y a les carrières qui duraient longtemps avant et qui aujourd'hui peuvent se rétrécir un tout petit peu. On voit de plus en plus d'athlètes qui débarquent super jeunes, par contre qui peuvent s'user. Il y a les deux. En fait, il y a les deux. Maintenant qu'on en parle, il y a les deux aspects. On en parlait donc en off avant l'histoire du réservoir disponible pour un athlète et puis du débit d'utilisation de ce réservoir. On peut écrémer un jeune ou un début pro, néo-pro en 3 ans, le tordre en deux et puis ciao bonsoir. Le gars, il est lessivé. Et puis à côté de ça, à côté de ce massacre, parce qu'il y en a quand même énormément, c'est un vrai massacre à l'abattoir, les gars, et ils vont quoi. Il y a l'absolu inverse en fait. Il y a des gars qui ont des super gestions de carrière et qui sont disons performants hyper tard quoi. Parce que justement, ils ont cette capacité à gérer une connaissance d'eux-mêmes grâce aux données qui leur permet d'être forts hyper longtemps. Mais ça, c'est un vrai point différenciant entre la gestion des données et la gestion entre guillemets de l'humain. Et je vais même aller plus loin, c'est la gestion du mental. Parce que user un corps physiquement, quelque part, si t'as pas été trop loin, tu sais comment le régénérer et tu sais le faire revenir un tout petit peu. Par contre, quand l'athlète il est poncé dans la tête, globalement, c'est quand même beaucoup plus dangereux. Et je discutais donc il y a pas très longtemps avec Dylan qui est parti au burn-out, Dylan Mania. J'ai discuté avec un athlète qui est parti aussi en dépression. Je crois qu'Aurélia a pris un coup sur le casque l'année dernière ou cette année, je crois. Et c'est des choses, peut-être que même en étant data drivé, on connaît, j'ai l'habitude de le dire ça, quand on est entraîneur à distance, on sait ce qui se passe pendant les séances. Mais c'est vrai que sur les 2-3 heures de sport, tout à fait. On sait, mais pour moi, le point clé en fait et qu'on contrôle pas actuellement, c'est ce système endocrinien, c'est ce système hormonal. L'être vivant est cyclique. Dans la nature, tous les êtres vivants sont cycliques, même la nature est cyclique, tout le monde est cyclique, tout est cyclique. Et en fait, ces cycles, le thermostat, en fait, c'est le système endocrinien. La fatigue, le stress que tu mets sur le corps de l'athlète, en fait, va avoir un impact énorme sur ce fonctionnement du système endocrinien. Et ce système endocrinien a des répercussions phénoménales sur l'humeur, sur tout ce qui se passe dans la tête de l'athlète. Et en fait, moi aujourd'hui, j'en viens à me dire, pour vraiment boucler la boucle, il faudrait les variables biologiques. Il faudrait, je parle chez les hauts niveaux, hein. Enfin, mais bon, je pense que il y en a, certains qui écoutent, peut-être, ils vont se dire, bah non, mais il a rien découvert là. On le sait ça. Bah non, mais le dopage part de là. Hein. Le dopage, c'est quoi? C'est du rééquilibrage hormonal. Pourquoi les mecs ils se dopent puis qu'ils disent, bah non, mais moi je me dope pas. Non, mais en fait, je rééquilibre. Ouais, mais tu te dopes, c'est du vocabulaire. C'est du vocabulaire, c'est tout. Ouais, voilà, c'est du vocabulaire, mais c'est le dopage depuis les années 90, c'est ni plus ni moins que ça, c'est rééquilibrer les variables. Mais il faudrait, en fait, mesurer les variables là pour pouvoir ajuster la charge à partir de ces variables. Cortisol, testostérone. Et pour ça, il faut faire des prises de sang, il faut faire un suivi longitudinal, il faut un passeport biologique, quoi. Mais à un moment donné, si vraiment on veut blinder le processus, moi je vois pas d'autre solution que de passer par là en fait. Et du coup, parce que tu disais à l'instant, ça c'est quelque chose qu'on pourrait réserver à une certaine élite, le très haut niveau et ainsi de suite. Ouais. Moi je pense que d'ailleurs il y a plein de startups qui se lanceront
mais pas pour les athlètes de haut niveau parce que c'est une niche et que c'est pas intéressant. Mais on commence à voir des startups qui lancent des bilans sanguins, la totale, quoi. Tu vois, tu as un abonnement, tu vois, comme un forfait de téléphone. Et en fait, pour la longévité, et en fait, c'est les mêmes problématiques. C'est le même process, c'est les mêmes problématiques. C'est les mêmes process et c'est les mêmes variables qui sont testées, etc. Et en fait, en gros, tu pourras avoir comme ça tes X prises de sang par an avec ton bilan, avec machin. Et encore une fois, pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui se fait, mais au final, qui réellement fait des prises de sang chaque mois pour observer des variables en lien avec le stress de l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là où je voulais en venir. Quand tu parles de très haut niveau, je pense qu'il y a une pratique amateur qui est borderline entre les deux, entre l'activité loisir et l'activité très haut niveau. Et je pense que les gens qui sont, et c'est souvent des gens qui ont des emplois du temps de ministre et qui en ont pas assez, qui veulent s'en rajouter, qui se mettent 15-20 heures de sport. Ah oui, et 20 heures de sport, on a oublié, je pense, en tout cas je le dis aussi assez souvent pour nous, 15-20 heures c'est de la banne. Non, tu t'entraînes pas beaucoup, parce qu'il y en a qui font 30 heures. Non, 15 ou 20 heures pour le corps humain dans la semaine, plus un boulot hyper stressant, c'est énorme. Et je pense que l'impact, il est quasiment plus important pour quelqu'un qui fait 15 heures avec un boulot stressant à côté, une famille et ainsi de suite, plutôt que pour un pro qui se met 25 heures, qui dort, qui mange, qui est surveillé. C'est sûr. Et c'est là... Moi, je vais te dire un truc, les meilleurs amateurs que j'ai eu l'opportunité de conseiller, c'est sur les doigts d'une main ceux qui dépassent les 15 heures d'entraînement. Parce que pour moi, en fait, les gars sont demandeurs, hein, mais pour moi, c'est à un moment donné, c'est juste contre-productif, quoi. C'est juste le volume pour le volume. Il y a une année en 2017, ils avaient fait un sondage à Hawaï, à l'entrée du parc à vélo. La moyenne des Edge Group était de 17 heures et quelques par semaine depuis le 1er janvier. Mais c'est monumental parce que ça veut dire que 17 heures moyenne, ça veut dire que tu as toute une partie, c'est plus de 20 heures d'entraînement, quoi, chez les amateurs, quoi. Mais alors bon, celui qui prend 2 ans de congé sabbatique, c'est cool. Mais si c'est fait en plus d'ailleurs, moi ceux que j'ai connus, les très très bons amateurs que j'ai connus, qui se levaient à 5 heures du matin pour s'entraîner, qui avaient vraiment un niveau vraiment très 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 élevé, il n'y en a plus un qui fait du triathlon aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Dans la durabilité, c'est pas possible. On fait ça 4 ans, 5 ans, ciao, bonsoir, finito. Est-ce que t'en as eu aussi, toi, dans tes athlètes, des bigots comme ça, quand tu leur envoyais 17 heures, qui t'appelaient, qui disaient, là, il m'en manque un peu, t'as dû oublier du volume? Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent vers moi et qui savent que, en fait, moi, c'est pas ma cam, quoi. Ça fait pas partie de mon modèle, en fait. Moi, je raisonne toujours en termes investissement, satisfaction, résultat, tu vois. Si c'est pour condamner famille, travail, pour obtenir un résultat sur un Ironman, waouh, les gars, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais ne me demande pas de te conseiller pour ça, quoi. À un moment donné, je veux que tu aies un équilibre, mec. Je veux que, de toute façon, ça sera pas durable. Donc, il n'y a pas d'avenir. Il y a pas d'avenir. Tu vois, voilà, c'est un truc que tu vas faire comme ça, vite fait, là, puis ciao. Donc, il faut que ce soit intégré. Il y a certains moments, oui, il faut faire de la place. On pousse un peu les meubles. Je prends toujours l'exemple d'une pièce configurable. Et puis, à certains moments de l'année, hop, allez les gars, la famille, ça, je pousse un petit peu là. Vous allez me faire un peu de place. J'ai besoin d'un peu de temps. Là, allez, 8 semaines, laissez-moi tranquille. Ouais, mais il faut que ce soit un contrat écrit, cadré. Un contrat avec la famille derrière. Et derrière ça, on remet l'ego un peu de côté et on fait plaisir à tout le monde. Et on laisse un peu de place à tout le monde, machin, et on passe à autre chose. Et cyclicité toujours.
On en revient toujours au même, comme le système endocrinien, il faut respecter les cycles. Et ben dans la vie, c'est pareil. Il y a des moments de l'année, c'est place au travail, d'autres moments, c'est place à la famille, d'autres moments. Et si tu respectes pas ça, ciao. Ça saute. Ça saute. Ça saute. Ouais, je suis 200% d'accord avec toi et c'est clair et De net. toute façon, quand tu as eu l'occasion de suivre bien des gens, de voir comment ça se passe sur le long terme, les connaître, t'en viens toujours à cette conclusion-là. Et ce qu'on disait un petit peu au départ aussi, c'est que même si le sujet c'était l'IA, la base de la relation, de la qualité, je pense que c'est dans l'humain. Et en tout cas, par expérience, moi je sais qu'il y a des athlètes, ils décrochent, ne serait-ce qu'à avoir leur voix au téléphone. Je sais un petit peu dans quel mood ils sont, et je sais de quel bois va être la discussion. Et je pense que ça, il n'y a rien qui remplacera ça dans les années à venir, cette relation-là. Mais c'est clair, non, mais je suis d'accord avec toi. Je vais te donner une anecdote qui est drôle, c'est que j'ai commencé à faire à diffuser, en fait, j'ai un groupe Telegram où je passe des conseils, voilà, adressés à tout le monde, pas personnalisés, tu vois, pas des conseils personnalisés, des conseils que je pense que tout le monde, tous ceux que je suis, en fait, peuvent être intéressés. Et donc, je fais des audios souvent, tu vois, je prends mon téléphone, je sors d'une conversation avec quelqu'un, il y a eu un sujet intéressant, puis je me dis, ça, il faut vraiment passer cette information, ça peut être intéressant. Je prends le téléphone, hop, je fais un audio sur Telegram. Des fois, ça dure 20 minutes, je parle tout seul comme ça. Il y en a qui me disent que tu fais des podcasts. Et puis, à un moment donné, j'ai vu cette possibilité de faire des podcasts avec IA, en fait. Tu vois, il fallait que je t'en parle de ça. Fallait que je t'en parle. Tu mets une base de données, tu vois, tu mets du contenu sur une thématique, tu lances le bordel et ça te fait une conversation entre deux personnes ou même un monologue super bien fait, hyper structuré, machin et tout. Moi, quand je fais mon audio, c'est one again. C'est je me lance dans un truc et ça passe des fois du coq à l'âne et ben on en est venu à me dire non mais Ben, en fait les audios synthétiques là je les écoute pas. Ouais, c'est sans doute intéressant, mais j'ai pas envie je prends pas le temps de les écouter, j'ai pas envie. Par contre, toi, je rate jamais un de tes audios, quoi. Tu sais exactement ce que je voulais te dire en fait. Ah ouais, mais en fait j'ai fait non mais en fait ça sert à rien de lutter. Enfin, l'IA remplace. Il y a un aspect humain. De toute façon, dans 3 générations, ça sera probablement différent. Mais on a été éduqué à une certaine intonation de voix, à de l'émotion, à une certaine émotion en fait dans une conversation. Et ça, l'IA, bon courage. Je pense que, enfin, c'est même si ça imite, ça sera que de l'imitation et l'émotion. Je vois pas trop. Je vois pas trop comment ça peut être simulé, parce qu'en fait, c'est juste avec l'IA, tout n'est que simulation. En fait, c'est une simulation, quoi. C'est un super simulateur. Voilà. Tu veux tester des procédures, tu veux tester des cas, c'est un super simulateur. Voilà, mais authenticité, ce qu'on appelle authenticité, je sais pas ce qu'on peut mettre derrière, mais en tout cas, bah ouais, non. J'avais vu, j'avais suivi un peu la sortie de ces podcasts. Tu les avais mis sur Spotify, je crois, de tête. Ouais, exact. Et donc je m'étais dit, tiens, à un moment donné, moi aussi, je vais aller poncer le home trainer et je vais écouter. Mais c'est pas ça, c'est que je crois que j'ai même pas été jusqu'à creuser le sujet. Je me suis dit, tiens, je vais écouter Ben. Parce que moi, je voulais t'écouter. Et en fait, du coup, quand j'ai vu que c'était pas toi, je me dis, merde, il y a déjà une. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, c'est de l'IA. Donc ouais, c'est de l'IA. Et effectivement, j'ai pas poussé plus loin. Alors, voilà. Certainement que le message, c'est celui que tu vas donner, que tu vas impulser. Bah oui, parce que le message était super intéressant en fait. Enfin, les contenus. Mais tu vois. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où ce que je vais. J'ai testé ça, j'ai fait ça, j'ai lancé ça. J'ai eu les échos étaient pas formidables, pas par manque de qualité du truc, mais juste il m'a dit non mais moi je m'en fous en fait, moi je veux juste entendre.
C'est fou, hein, Ok, mais c'est ce qu'on se disait finalement au départ, et je sais pas si c'était pas en ok off. les gars, Ben, moi ça me va. mais Moi ça me là, va. l'ego, il est bien parce que du coup, ça veut dire Moi ça que me va. Si vous voulez m'écouter, il n'y a pas de problème. les gens, ils te veulent toi, ils veulent Il n'y a pas de problème, je suis là. Mais justement, il y a des trucs qui sont plus sous-marins et pour justement libérer du temps pour faire ça, bah, ça vaut le coup voilà, de faire l'effort pour se libérer du temps pour faire ce genre de choses. bah, et du coup, finalement, parce que ça fait déjà 1h30, on s'était dit 1 heure, mais je veux pas trop t'embêter. Est-ce que la conclusion, ça pourrait pas être ça? C'est-à-dire que l'humain sera toujours de toute façon un ambassadeur d'émotions et un créateur d'émotions que ne pourra jamais être l'IA. Et l'IA va être un support pour un entraîneur triathlon formé et digne de ce nom, quoi. Ouais, c'est sans doute vrai ce que tu dis. L'IA est pas prêt de remplacer l'humain dans le théâtre de la vie. Mais encore une fois, je me garderai de faire des prédictions parce que Bah, il y a déjà des voilà. gens qui sont capables de tomber amoureux de d'IA, donc Ouais, voilà. Je me garderai des je- prédictions et vraiment, et, ouais, je me gourre. En plus, je me gourre souvent. Des fois, il y a des trucs, je me dis, c'est pas possible, ça va passer, ça va partir comme ça, et en fait, ça part pas comme ça. C'est vraiment très compliqué à un niveau sociologique, etc. Savoir comment les choses se passent. La seule chose que je sais, va que non. La seule chose dont je suis un peu convaincu, c'est qu'il va y avoir besoin de contact humain. Il va y avoir besoin d'interlocuteurs. Il va y avoir besoin si les gens discutent 8 heures par jour avec une machine, ils vont avoir besoin de retrouver ce qu'ils ont dans leur ADN, dans leur gène. Cet échange, la chaleur, le truc. Et c'est pour ça que tous les métiers en lien avec l'humain, fait d'une certaine façon, il doit y avoir un avenir. Et il faut pas, je pense que l'erreur est d'être manichéen. C'est bien, c'est mal, moi je suis hyper enthousiasmé, je suis un IA enthousiaste et je suis aussi hyper critique sur plein d'aspects. Mais c'est ce qu'il faut. Et puis, être manichéen dans un monde où tu gères des zéros et des 1, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Donc, faut qu'il y ait un peu de l'humain dans l'IA, il faut qu'il y ait de l'IA un petit peu dans l'humain. C'est ça. Et je pense que ce que tu disais aussi juste avant, faut garder le contact. C'est ce que tu offres de toute façon en plus en complément. Parce que quand on est entraîneur à distance, les gens s'imaginent qu'on passe notre temps à s'entraîner, mais on est notre temps devant l'ordi, là, comme on fait en ce moment. On est en train d'analyser de la data et de se taper des analyses, des planifs et ainsi de suite. Par contre, sur les week-ends de natation et sur les stages, là, par contre, ça donne de sa personne. C'est ça. Ah ouais, moi, les week-ends de stage en présentiel, je suis rincé, quoi. Rincé. Mais je termine. Ma femme, elle me, me retrouve le dimanche après-midi. Pan. Je suis démonté. C'est une concentration de tous les instants. C'est Tu ça. donnes tout pour les C'est ça. athlètes. Mais par contre, c'est aussi des moments clés dans une saison. C'est des moments où tu te vois en présentiel, tu Ah bah partages. oui, oui. Plus d'une fois, je pense que j'aurais pas été capable de continuer ce travail sans ces SAS. Tu vois, moi j'ai un SAS, bah, c'est le stage en Espagne au mois d'avril. Il te reste 8 places, je crois, à Salou. Ouais, mais en fait le truc c'est que j'ai un problème de disponibilité d'hôtel. Ouais. Du coup, alors il y a des athlètes là, qui vont venir. C'est surtout il y a une nuit qui pose problème. Euh, la première nuit en fait, donc il y a les athlètes là qui se rajouteraient. Ils viendraient que à partir du dimanche en fait. Voilà. C'est un peu Oui, dommage. ils vont louper 6 heures de sport. Oh, quel dommage! Ouais, pour leur bien-être, c'est peut-être bien en fait. Hein. Mais ouais, sans ces sas de décompression, je pense que j'aurais pété un câble. Tu vois, j'avais à un moment donné rencontré les athlètes, discuter, échanger, machin, sortir de l'écran. Ça dit bien. Et j'en ai pas beaucoup des moments comme ça en fait où je peux faire ça. Mais alors ceux que je mets en place, ils sont vraiment importants. Quoi. Pour toi, en tant Ouais, qu'entraîneur et bulle ouais, c'est d'oxygène. vraiment pas.
c'est vraiment pas pour un point de vue financier, quoi. Parce que franchement, je pourrais faire que du coaching à distance, mais c'est pour justement là, tu vois, tout ce dont on parle, ce contact là, cette relation, tu vois, avec les gens, tu vois, c'est indispensable. Tu peux faire 90% devant l'ordi, mais les 10% qui restent, il faut du contact, quoi. Il faut C'est le fameux 80-20, la loi de Pareto. Ouais, c'est la loi de Pareto, mais c'est vrai pour plein de choses. Tu peux la mettre de partout. Plein de choses. Mais ouais, 80-20, c'est exactement ça. Bon, c'est très très cool. Bon, je pense que, comme je te disais, on pourrait faire 12 épisodes de 2 heures. Ça serait avec grand plaisir. Du coup, je vais. Bah good, c'était un plaisir. C'était la première fois que je me prêtais à ce jeu-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je t'ai pas. T'avoue, je te cherche un peu. Tu vois, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je pense que t'es un peu. Mais c'est un choix et c'est très bien hein, par rapport avec tes athlètes. Tu te réserves aux athlètes. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Je suis un peu dans cette démarche. Ouais. Et c'était cool, Mickaël. Bah, merci beaucoup. Et je t'avoue, si j'ai 2-3 jours, je viendrai peut-être faire un petit coucou sur Salou parce que je suis à Calela juste avant. Donc du coup. Ah d'accord, ok. Avec grand plaisir. Je suis pas loin, mais je prendrai un vélo électrique parce que sinon ça va pas faire. Grand plaisir. Bon, super. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour ton expertise, pour ton temps. Et puis, à très, très bientôt. Bah, merci à tous et merci à toi. Bonne saison 2026 à tout le monde chez BPC, en tout cas. Ciao, ciao. Top. Salut.